Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et merci de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, cela fait 51 ans aujourd'hui que la place devant l'hôtel de ville a été renommée place du 13 mai. Cette place marque l'histoire à travers les manifestations populaires des étudiants. Pour aujourd'hui, cette place a été calme, aucune manifestation ni commémoration. Les détails avec Sylvain. Le 13 mai marque la date de la manifestation des étudiants sur l'avenue de l'Indépendance face à l'hôtel de ville à Nalakeli. Cela fait exactement 51 ans aujourd'hui que cette place a été renommée place du 13 mai. C'était la première manifestation populaire après la proclamation de l'indépendance de Madagascar. Une manifestation des étudiants d'Ankatsu suivie par leurs parents. Les revendications d'égalité ont été à l'ordre du jour face aux injustices et aux formes d'exclusion dont les étudiants malagasy avaient été victimes. Le 13 mai 1972, les manifestants se sont rassemblés devant la mairie, exigeant la libération de leurs manifestants, parmi lesquels des prêtres, des étudiants et des médecins envoyés à la prison de Nusilave. Les manifestants réclamaient une véritable indépendance et la liberté pour le peuple malagasy. Les forces de répression ont tiré sur les manifestants, occasionnant plusieurs décès, ce qui a sonné la fin du régime de Tziranen. Et en effet, ce dernier avait par la suite remis les pleins pouvoirs au général Ramanantsoa. La manifestation de 1991 avait également commencé ici, quand le peuple avait commencé à contester Didier Ratsirek. Par la suite, la marche vers Yavlu d'août 1991 y avait débuté. Et en 2002, Marc Ravalman y avait contesté les résultats des élections sortis par la Haute Cour constitutionnelle. En 2009, le gouvernement Orange y a mis fin à la dictature et au monopole mis en place par Marc Ravalman. La marche vers le palais d'Yambutsruich, le 7 février 2009, y a ainsi débuté. Et 51 ans après 1972, la place du 13 mai fait partie de l'histoire. Pour aujourd'hui, la place du 13 mai a été calme et les forces de l'ordre ont toutefois quadrillé la place pour préserver l'ordre public. Et comme nous l'avons annoncé dans notre précédente édition, le projet 005/2023 portant sur le code minier a été adopté avec amendement par les parlementaires de la Chambre basse hier. Après des heures de débat, il a été convenu que la redevance et ristourne pour les CTD sera de 2%, si celle de l'État sera de 3%. D'après les députés, cela aura un impact positif pour les communes. Les détails avec Ruth Christelle Raoult-Malel et Yves Chanel. 3 propositions ont été mises dans le projet de code minier concernant la répartition de la redevance et ristourne de 5%. L'État, à travers le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, a proposé que les 1,5% soient versés à la collectivité centrale décentralisée, CTD, et les 3,5% pour la caisse de l'État. Lors des travaux de commission qui ont duré 4 jours, les membres de la commission Mines et Ressources stratégiques ont recommandé pour que cela soit égal, c'est-à-dire 2,5% de chaque. Mais passé en séance plénière, la majorité et les députés Team ont adopté 2% pour les CTD et 3% pour l'État. Selon l'article 290 de ce projet de loi, ces 2% sont répartis comme suit: 10% pour le Fonds national de péréquation, 90% pour le CTD, dont 60% pour les communes concernées, 30% pour la région et 10% pour la province. Selon les députés Johnny Ragoudouarsou et Setradzuel, cela impactera directement les communes car l'argent sera directement versé dans leur caisse, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce projet de loi passera devant les sénateurs le 23 mai prochain et en attendant, le ministère de tutelle se prépare déjà à la rédaction des décrets d'application, soutient le ministre Raoult-Malalaï Olivier. À titre de rappel, le projet de code minier contient 14 titres et 434 articles, dont 41 ont été rectifiés et amendés par les députés. Ensuite, des comptes bancaires contenant des sommes d'un montant total de 5,945 milliards d'ariars sont actuellement confisqués par la RAI, ou l'Agence de recouvrement des avoirs illicites. Désormais, cette agence exécutera toutes les ordonnances du PAC
ou le pôle anticorruption. La signature d'un accord de partenariat entre les deux parties a été réalisée hier pour renforcer la lutte contre la corruption et faciliter l'exécution des décisions de justice. Reportage. Afin de faciliter le retour au gouvernement des biens obtenus illégalement et aussi de faciliter l'exécution de l'ordonnance du tribunal, le PAC, le pôle anticorruption et l'ARAI, l'agence de recouvrement des avoirs illicites, ont établi un accord de partenariat. L'ARAI mettra en œuvre toutes les ordonnances rendues par le PAC depuis 2018. Outre les comptes bancaires contenant des sommes d'un montant total de 5 945 millions d'ariars qui ont été saisis par l'ARAI, il existe également d'autres biens, notamment des terrains, des voitures, des maisons et bien d'autres. Par conséquent, l'ARAI exécutera toutes les décisions du tribunal, de sorte que tout bien qui s'avère avoir été acquis illicitement sera versé dans la caisse du trésor public, mais ce qui s'avère légal ne reviendront à leurs propriétaires qu'après enquête. La signature de l'accord de partenariat entre les deux parties a été réalisée hier. Par ailleurs, l'accord de partenariat signé entre ces deux entités de lutte anticorruption permettra à l'ARAI d'accomplir sa mission de recouvrement. Les jugements rendus antérieurement par le PAC peuvent être appliqués de façon rétroactive selon les explications. Dans un tout autre sujet, 2 détenus se sont échappés de la prison d'Ambouvbé. 10 autres ont fait une tentative, mais ils ont été attrapés au niveau du 2e portail. Ces détenus ont profité de la réhabilitation de la prison et ils ont été mis en quarantaine. Ruth Christelle Rakout-Malal nous en dit plus. 12 prisonniers de la prison d'Ambouvbé ont tenté de s'évader vendredi. Ils ont profité de l'heure de l'entrée des visiteurs qui apportent de la nourriture. Ainsi, 2 ont pu sortir, mais ils ont été rattrapés par les gendarmes et la population, si les 10 autres ont été attrapés au niveau du 2e portail. Munis de pierres et de boiron, ces détenus ont eu une confrontation avec les pénitenciers, ce qui a entraîné ces blessures, explique Ralson Narsen, le directeur général de l'administration pénitentiaire. Après cette tentative d'évasion, l'ordre est rétabli. Quant aux prisonniers, ils ont été mis en quarantaine. À noter que cette prison est en cours de rénovation. Le président de la CENI s'est entretenu vendredi avec les responsables gouvernementaux et des membres de la commission électorale indépendante locaux, une rencontre qui leur a permis de déterminer les stratégies à mettre en œuvre pour la sensibilisation de la population à s'inscrire dans la liste électorale. Parallèlement à cela, le président de la CENI a également octroyé aux 800 membres du personnel qui ont procédé au recensement des électeurs des 6 circonscriptions d'un tir AB 1 et 2 leur indemnité. Jameson Regian Armanan, Viva un tir AB. Le président de la commission électorale indépendante, ou CENI, a confirmé lors de sa visite à Ntirabe que l'élection présidentielle va avoir lieu cette année. Raison pour laquelle il a mis en place avec tous les responsables gouvernementaux dans cette localité les stratégies pour la sensibilisation des citoyens à s'inscrire dans la liste électorale. Notamment ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la nouvelle liste issue de la refonte totale de la liste électorale, alors qu'il l'était auparavant lors de la révision annuelle de la liste électorale. Par ailleurs, le président de la CENI a déclaré que le taux d'inscription des citoyens après le lancement de la refonte totale de la liste électorale depuis octobre 2022 est de 73% actuellement. Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale ont jusqu'au 31 mai pour s'inscrire. Plus de 800 personnels du CLRE et du CSE, des circonscriptions d'Ntirabe 1 et 2 qui ont procédé au recensement des électeurs ont reçu également vendredi leur indemnité. La visite du président de la CENI se poursuivra dans de nombreuses autres régions de l'île. En tourisme, les métiers du tourisme sont divers et offrent de belles opportunités de carrière. Ainsi, le ministère du Tourisme poursuit ses actions pour la valorisation de ces métiers auprès des jeunes en leur offrant un voyage de découverte immersif dans ce secteur en plein essor. Fagicène Mireille. Après Annalamanque, en décembre dernier, 14 élèves issus de 14 lycées d'enseignement général et technique de Nosibé ont eu la chance de découvrir la richesse culturelle et historique de l'île, ainsi que sa biodiversité, notamment sur les sites d'Antitoroun, Nouscoumbe et Mardouk, les 5 et 6 mai dernier. En 2 jours, ces jeunes ont également pu découvrir les différents métiers dans le secteur du tourisme, tels que l'hôtellerie, la restauration,
le guidage, l'organisation des voyages, la gastronomie et les diverses animations. Cette initiative vise à montrer aux jeunes que les métiers du tourisme sont diversifiés et offrent de belles opportunités de carrière. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du ministère du Tourisme pour répondre aux besoins du secteur du tourisme en termes de main-d'œuvre qualifiée et ce, dans l'objectif d'accueillir 1 million de touristes en 2028. Place maintenant aux actualités internationales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en visite à Rome samedi 13 mai. Il y rencontrera le président italien Sergio Mattarella, la chef du gouvernement Giorgia Meloni, ainsi que le pape François. Les détails avec France 24. Alors, elle commence cette visite par la rencontre avec le président italien Sergio Mattarella au palais présidentiel. L'occasion pour le président italien de réitérer le soutien de l'Italie à l'Ukraine. Le président Zelensky devrait également s'entretenir avec la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni dans un déjeuner de travail. Vraisemblablement, le président ukrainien présentera à Giorgia Meloni son projet de contre-offensive et les objectifs stratégiques qu'il veut obtenir, atteindre pour réussir à repousser l'agression russe. Il plaidera pour le soutien de l'Italie, un soutien politique, mais aussi et surtout le soutien militaire. L'Italie fait partie des pays qui ont envoyé des armes à Kiev à plusieurs reprises depuis le début de la guerre, mais une partie de l'opinion publique italienne s'oppose à l'envoi de ces armes. Le président Zelensky vient donc aujourd'hui pour plaider le besoin, la nécessité urgente de maintenir le soutien militaire à l'Ukraine en ce moment, à quelques moments du début de la contre-offensive ukrainienne. Ensuite, le président sortant du Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a rassemblé sa base ce vendredi dans un quartier d'Istanbul historiquement conservateur. France 24. Dernière ligne droite pour les deux principaux candidats à la présidentielle en Turquie avant les élections de dimanche. Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, a rassemblé sa base ce vendredi dans un quartier d'Istanbul historiquement conservateur avant d'inaugurer une mosquée. Alors que sa popularité a été entamée par une grave crise économique, le chef d'État islamo-conservateur compte sur son électorat nationaliste et religieux pour rester au pouvoir. Face à lui, le leader de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, a réuni ses partisans lors de meetings à Samsun et Ankara. Le social-démocrate bénéficie d'une légère avance dans les sondages. Il promet un retour à l'état de droit et à un système parlementaire, un redressement économique et plus de liberté. Les jeunes et les Kurdes devraient majoritairement voter pour lui. Kemal Kılıçdaroğlu a par ailleurs accusé la Russie d'ingérence électorale, des accusations fermement rejetées par Moscou. En Tunisie, 2 jours après la fusillade à proximité de la synagogue de Griba, qui a fait 5 morts dont un Français, la communauté juive de Djerba et les pèlerins accusent le choc. Entre émotion et résilience, chacun essaie de gérer l'après et de se soutenir, surtout pour la communauté juive de l'île, très soudée. France 24. C'est à l'extérieur de son hôtel où elle est restée enfermée depuis le drame que nous rencontrons Lorraine Lelouch. Elle était venue pour la première fois de Paris avec sa famille au pèlerinage juif de la Griba. Encore sous le choc, elle ne veut pas trop s'éloigner des camions de police parqués devant l'hôtel. Mardi, elle se trouvait à moins de 20 mètres de la fusillade. Et là, ma cousine hurle, Lorraine, c'est pas des pétards, c'est des coups de feu. Et d'un coup, je vois les enfants courir de partout, je vois un policier qui se met à terre. Donc nous, on a un temps de réaction, on ne comprend pas parce qu'on est à l'air libre le plus total. Et donc on commence à courir et ma mère voit que je ne sais pas quoi faire. Elle dit cachez-vous derrière les voitures, cachez-vous derrière les voitures. Elle et sa famille ont pu s'enfuir en taxi, mais la nouvelle des 5 morts l'a traumatisée. Un sentiment de culpabilité, un sentiment de mère acculée, clairement. Et un sentiment de choc parce que ces images-là, je ne sais pas si un jour elles sortiront de ma tête. Après avoir bénéficié d'une assistance psychologique, Lorraine évoque l'avenir. On a ce devoir, nous, de revenir, de remercier la Griba, de remercier ces policiers qui ont donné leur vie pour nous. Mais il faudra du temps pour penser les blessures de ce traumatisme. La Griba a déjà été touchée par 2 attentats en 2002 et en 1985. Rudy Saada, journaliste, se dit pessimiste pour la suite. J'ai discuté avec quelques pèlerins et il y a, pour le peu que j'ai pu entendre, un sentiment de cassure, de déception. Après, il faudra laisser peut-être passer le temps.
Dans l'un des quartiers juifs de l'île, la Hara, la plupart des échoppes sont encore fermées en journée en signe de deuil, mais le soir venu, certains ouvrent et offrent un moment de réconfort à la communauté. Colette Trabelsi, native de l'île, tente d'aller de l'avant. Il y a eu un très grand drame, mais ça n'empêche pas qu'on doit continuer à vivre. Et on n'est nulle part en sécurité, ça il faut le dire, parce que vous savez, ça arrive partout. Hors caméra, beaucoup de juifs de Djerba confient leur tristesse de ne pas avoir pu dire adieu aux 2 corps des pèlerins décédés sans cérémonie religieuse ou cortège. Ils ont été emmenés à Tunis, puis rapatriés vers leur famille en toute discrétion. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Dans quelques instants, vous allez suivre le film Ghost It. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.